Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce live. Un live où ce soir, ou aujourd'hui en tout cas, on va parler de la vente. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Alors je sais que pour certains la vente c'est un mot qui fait peur et puis quand on est entrepreneur, il s'agit quand même de passer par vendre en fait ses produits ou services. Parce que si on ne vend pas, on ne gagne pas d'argent. Et ça, c'est un peu dommage parce que là, on met en péril son entreprise et ce n'est pas l'objectif que l'on s'est fixé au départ. Donc, pour parler de vente, alors j'ai fait appel à un expert. Un expert, il s'appelle Sébastien Méloni. Il est dirigeant, entre autres, d'une entreprise située en Suisse qui s'appelle Plus Solutions. Et alors on ne va pas parler chocolat ou fromage, genre de trucs. On va parler vraiment vente avec lui parce que c'est vraiment pour moi quelqu'un d'inspirant pour ce sujet-là, entre autres. Et donc, je vais le faire apparaître tout de suite après ce jingle qui est ici. Voilà. Et puis, on se retrouve tout de suite avec Sébastien. Et oui, nous revoici avec Sébastien maintenant. Alors, Sébastien, je suis vraiment ravi déjà et ça me fait un immense plaisir de te recevoir dans mon live. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Salut Christophe, moi je suis ravi d'être invité dans ton live. Je me disais, mais quand c'est qu'il va m'inviter ? Je suis régulièrement tes lives et je vois toujours passer des personnes super intéressantes et tout ça. Et je me dis, mais il ne m'invite pas, pourquoi ? Et là, tiens, génial. Donc oui, alors tu as dit, je suis suisse déjà. Et j'ai travaillé dans le chocolat, entre autres. Mais je ne suis pas là pour parler de chocolat. Donc moi, je suis multi-entrepreneur. J'ai eu la chance de pouvoir créer plusieurs entreprises. Ma première entreprise que j'ai créée, c'était en 2005. C'était dans le commerce de détail. Et c'était déjà, je touchais déjà à la vente. Et au fil des années, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans ce monde du commerce, de la vente, du conseil client et tout ça. Et depuis 2015, tu as parlé de Plus Solutions. Justement, j'ai eu la chance de pouvoir créer plusieurs entreprises. Et dans le cadre de Plus Solutions, c'est une société de conseil, de coaching, d'accompagnement en stratégie financière. Donc, on touche tout ce qui est finance, immobilier, assurance. Et je dis, j'ai pas de formation de vendeur, mais allez, avec près de 20 ans d'expérience de vente, j'ai envie de dire, je suis le couteau suisse de l'entrepreneur. J'ai vraiment toutes ces casquettes, toutes ces expériences. Et j'ai envie de dire, quand tu vends de l'assurance ou que tu as vendu de l'assurance, tu es un petit peu capable de vendre n'importe quoi. Je ne sais pas si toi, si ça t'arrive déjà d'avoir de temps en temps des téléphones ou quelqu'un qui t'appelle pour de l'assurance. Voilà, je veux dire, c'est pas forcément le truc où tu es le mieux reçu. Donc, c'est vrai que comment vendre sans vendre, et puis voilà, donc... Et entre autres, j'ai eu la chance aussi de créer d'autres business, d'autres choses. Et dans tout ce que tu fais, tu disais, oui, si tu es entrepreneur, tu as besoin d'argent pour vivre, parce que sans argent, tu ne vis pas, et sans ton salaire. Et si tu ne vends pas, tu n'as pas d'argent. Donc, ceux qui n'aiment pas vendre, n'aiment pas l'argent. Et oui, je pense que tu as soulevé un point vraiment intéressant. Tu viens de dire, si tu n'aimes pas vendre, tu n'as pas d'argent. Si tu n'aimes pas. Je pense que quelque part, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu plus d'ailleurs de ça, aimer la vente. Est-ce qu'on peut aimer vendre et comment on peut aimer vendre ? Qu'est-ce qui peut quel est le truc qui peut nous dire, finalement, la vente, c'est sympa, c'est plaisant, pour dire les choses justement différemment. C'est plaisant et je prends un vrai plaisir à vendre. Qu'est-ce qui peut amener ce genre de sentiment ? J'ai envie de dire, la première question, c'est est-ce qu'on aime l'humain, est-ce qu'on aime l'autre ?
Et puis, dès le moment que tu te rends compte que tu aimes l'autre, la personne qui est en face de toi, l'échange, la discussion et tout ça, et que tu t'intéresses à lui, ben, c'est la première chose. Moi, j'aime bien dire, je veux dire, je pense pas que je fais de la vente, je suis pas un vendeur, j'aime pas ce mot-là d'ailleurs, et beaucoup disent, ah, j'aime pas la vente, mais je suis le premier à dire, j'aime pas la vente. Ben, avant tout, j'aime rencontrer des personnes, j'aime discuter avec des personnes et j'aime m'intéresser à ces gens-là. Et dès le moment que tu t'intéresses à eux, à leurs besoins, ben, naturellement, les choses se font derrière. Donc, j'ai envie de dire que le côté vente, c'est quelque chose que tu peux mettre un petit peu de côté. Et puis simplement de partir dans la discussion, discuter avec les gens. Et bien évidemment, quand tu as un produit, il faut être conscient. On a le sentiment que si on rencontre 10 personnes, on aimerait bien que les 10 personnes achètent son produit. Et bien malheureusement, dans la vie, c'est comme ça. Les 10 personnes n'auront pas besoin de ton produit. Je veux dire, tu as beau avoir le meilleur des produits, je veux dire, pas tout le monde l'achète, pas tout le monde l'a. Il n'y a aucun produit qui fait l'unanimité. Mais par contre, en discutant, en expliquant, voilà, il y a des personnes qui vont s'intéresser à ton produit. Et tu vas le vendre. Alors justement, tu vois, je fais un petit peu le truc, comment dirais-je, un peu plus poussé, parce que c'est intéressant quand même ce que tu abordes. Je vais prendre mon cas personnel pour m'appuyer sur quelque chose, mais comment on peut aimer vendre? Enfin, moi, je sais que quand j'ai occupé une activité de commercial il y a quelques années de ça, avant d'être à mon compte, vendre, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile parce que pourtant j'aime bien, toi, moi, le contact avec les gens, etc., quoi, mais moi, je me rappelle, c'était il y a plus de 20 ans de ça, en l'occurrence. Je devais aller chez le client, sortir le bon de commande, le faire signer, récupérer un chèque d'acompte. Et je galérais, tu vois, à aller dans ma sacoche, sortir le bon de commande. Toi, je discutais, je faisais traîner bêtement l'acte de vente en lui-même parce que j'avais peur de vendre. J'avais peur je sais pas, j'avais ce sentiment quelque part que ouais, je pouvais peut-être rouler le client, alors qu'en fait, c'était pas vrai. Je le roulais pas, je lui apportais un vrai service, mais ouais, je pouvais ressentir ça. Comment tu peux expliquer ça, toi? Bah, c'est clair que très souvent, derrière ces peurs, parce que les gens qui ont peur de vendre, souvent, c'est des peurs infondées. Mais c'est d'aller chercher réellement quelle est la peur réellement derrière, parce que la peur de vendre, ça veut rien dire. C'est de trouver vraiment qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et il faut pas oublier que, je veux dire, je vois que tu as un magnifique bureau, tu as une plante, une jolie chaise, tu as des bouquins, tout ça. Mais je veux dire, tous ces éléments qui t'entourent aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te les a vendus, tu es d'accord? Ouais. Donc c'est ça, c'est de se dire, aujourd'hui, quand tu prends, je veux dire, voilà, le simple stylo, il y a quelqu'un qui me l'a vendu. Et j'ai besoin d'écrire. Je veux dire, le vendeur de stylo a répondu à mon besoin. Je veux dire, il ne s'est pas posé la question, est-ce qu'il faisait une bonne action en me vendant le stylo, tout ça. C'est clair que si il m'avait vendu le stylo en me disant, oui, mais de toute façon, il n'a pas de main, je veux dire, là, peut-être que ça serait un petit peu compliqué. Mais dès le moment que tu proposes un produit, et puis dans la vente, quand on parle de vente, ben c'est tellement différent en fonction de si tu proposes des services ou si tu proposes en effet de l'alimentaire qui répond à un besoin primaire. Donc voilà, mais c'est vraiment de se poser la question, je veux dire, à quel besoin je réponds? Si la personne qui est en face de toi, le client, tu réponds à un de ses besoins, et ça dépend aussi à quel stade du contact tu es. C'est clair que moi j'ai un petit peu cette politique de dire, ben, tiens, il faut pas y aller comme ça, au premier contact, vas-y, vouloir placer un produit. C'est simplement de discuter avec la personne, de comprendre ses problématiques, de comprendre ses besoins. Et puis simplement, lors du premier contact, lui dire, ah bah tiens, déjà, plus tu vas t'intéresser, plus tu auras de réponses par rapport à sa problématique, plus ça sera facile de lui dire, bah écoute, j'entends tous ces problèmes-là, bah, si jamais, tiens, je te laisse ma carte. Moi, j'ai un accompagnement, j'ai un produit qui peut t'aider par rapport à ta problématique. Mmh. Sans lui dire, écoute, tiens, je vais te vendre un truc. Non, se dire, écoute, aujourd'hui, par rapport à tes problèmes, et puis lors d'un deuxième entretien, plus tard, c'est de lui expliquer, de lui dire, ouais, j'ai compris que
tu avais ce problème-là, là. Et puis, par rapport à ça, aujourd'hui, moi, mon offre, mon produit peut te soulager, répondre, tu vois. Justement, ça me fait penser à un truc là, parce que tu parlais d'écouter le client et de répondre à ses besoins. Et moi, je me rappelle au tout début, donc je me replonge encore une fois 20 ans en arrière, mais quand j'ai commencé en tant que commercial, dans la vente, donc précisément, mon responsable me disait que en fait, c'est presque comme un coach en fait, c'est-à-dire que tu vas passer 80% de ton temps à écouter ton prospect et jamais chercher à lui vendre quoi que ce soit. Tu vois, c'est justement pour pouvoir connaître ses besoins en fait au client. Faut être obligé de l'écouter. Tu peux même lui poser des questions d'ailleurs pour creuser un petit peu quels sont ses vrais besoins et in fine, en fait, ça va t'aider quelque part en reprenant des... Alors, il ne s'agit pas comment dirais-je, de surjouer le truc, il faut que ça reste naturel, bien sûr, mais peut-être de reprendre des termes qu'il a utilisés, tu vois, pas rentrer dans des jargons techniques qui nous sont propres, mais reprendre des termes qu'il utilise et dire, OK, si j'ai bien compris, donc ce que vous recherchez, c'est ça, etc. Donc, j'ai peut-être une solution peut-être pour vous, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair, c'est ça. Il y a un exemple que je prends souvent quand on parle de la vente, et c'est un vieil exemple. Vous allez, je pense, tous vous remémorer, en tout cas pour les plus anciens, les tout jeunes peut-être, quoi que ça existe encore, le téléachat ou le téléshopping, ça dépend un peu, je crois qu'il y avait plusieurs versions. Il commençait toujours par poser la problématique. Quand ils vendaient une râpe à carottes ou des produits pour maigrir, il ne présentait pas son produit d'emblée. Il disait, mais il insistait sur la problématique de quand tu râpes des carottes, la difficulté de tenir la carotte, de te râper les doigts, de te faire mal à tous les doigts, d'être en sang, d'avoir plus de sang que de sauce avec les carottes et tout ça. Donc voilà. Et dès le moment qu'il insiste sur cette problématique-là, où tous les appareils qu'ils vendaient, parce qu'ils ont vendu des quantités, je pense, de ceintures amaigrissantes et tout ce que tu veux, voilà, ils ne présentaient pas sa ceinture, ils présentaient toute la problématique de la personne qui est en surpoids, qui cherche à avoir un corps, d'être mieux dans son corps, en vue de l'été, en vue du bikini, en vue... voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut aller travailler. C'est la problématique, le besoin du client. Et après, bien évidemment, tu vas mettre en avant le produit qui répond à ses besoins. On a une remarque de Vianney là, dans le chat qui dit c'est pas le vendeur qui vend, c'est le client qui achète. Exactement. Mais justement, en l'écoutant, simplement en l'écoutant, et là, tu as raison, parce que j'ai une formation de coach, et je veux dire, d'ailleurs, c'est un petit peu via ce biais qu'on s'est connus. Et tu as raison, on doit écouter le client. Et quand tu es dans l'écoute active, que tu écoutes et que tu es là vraiment pour répondre à ses besoins, à un moment ou à un autre, simplement, je veux dire, en plaçant ton produit discrètement sur un entretien, le client, il va dire, ah ouais, tiens, je veux dire, c'est naturel pour moi que ton produit réponde à ce que j'ai besoin. Et bien évidemment, il y a tout un processus aussi. Il y a des choses qui s'apprennent en vente. C'est de laisser le client parler pour aller dans l'affirmative, pour lui dire oui, ça m'intéresse, oui, bien sûr, et tout ça. Mais voilà, le processus, il se fait naturellement. D'ailleurs, j'en profite parce que c'est vrai que je l'ai pas indiqué, je l'ai pas dit dans la présentation, enfin en tout cas dans l'introduction de ce live. Donc pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, Sébastien et moi, on s'est connus au travers d'une formation de coach qu'on a suivie. Et alors on était en parallèle, en fait, on était sur deux formations distinctes, mais on s'est vraiment rencontrés et connus, je ne vais pas dire de bêtises, c'était en août 2021.
C'est ça, hein? Ouais, exactement. 2 ans, ouais, 2 ans, ouais. Et c'est vrai on a bien matché tous les deux. Et qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Ouais, on a eu une formation de coach tous les deux, donc du coup, et c'est vrai que c'est ce que je disais, je le dis publiquement, parce qu'après, on va dire que c'est pas vrai que j'ai jamais dit ça. Donc comme ça, là, maintenant, c'est dit, c'est enregistré à vie. Sébastien a été quelqu'un, et est encore aujourd'hui quelqu'un d'hyper inspirant pour moi. Donc oui, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, pourquoi je t'avais pas encore invité dans mon live, mais comment t'es possible? Ah, alors? Voilà pour cette petite parenthèse nous concernant tous les deux. Et d'ailleurs, j'en profite dès maintenant pour ceux qui veulent contacter Sébastien en lien là dans la description. Donc, My Success Co. En fait, c'est le collectif dont tu es le boss, comme j'aime bien l'appeler. Ça fait toujours sourire, Sébastien, mais c'est un peu ça quand même de ce collectif-là que j'ai rejoint volontiers et avec grand plaisir. Donc, si vous souhaitez contacter Sébastien, mysuccessandco.com. On y reviendra tout à l'heure par rapport à ça, mais voilà. Donc, fin de la parenthèse. Ce que je voulais dire là-dessus aussi, il y a un truc quand même. Il y a quand même un truc qui est génial. Un truc que Sébastien m'avait partagé une fois, justement, sur la vente. Et ça a été, je dirais, quelque part un déclic. Parce que je me suis dit, finalement, voilà, quand on prend plaisir à vendre, quand on aime son produit, ouais, on est capable de tout vendre. Et ça me rappelle justement cette histoire. Cette histoire avec Toto et la fameuse tarte au concombre. Est-ce que tu peux nous en parler de la tarte au concombre? Ouais, alors c'est la fameuse histoire de tarte au concombre, parce que c'est vrai que voilà, pour avoir travaillé dans la vente depuis allez, près de 20 ans, je trouve que cette histoire, elle reflète tellement la réalité de la vente. C'est l'histoire de Toto qui va à la boulangerie. Et puis en arrivant à la boulangerie, il demande à la boulangère, il dit Madame la boulangère, vous avez de la tarte au concombre? Puis elle lui dit non, mon Toto, j'ai pas de tarte au concombre. Puis il fait ça le lundi. Puis le mardi, il retourne. Madame la boulangère, vous avez de la tarte au concombre? Non, Toto, j'ai pas de tarte au concombre. Le mercredi, le jeudi, puis voilà. Pendant une semaine, il va à la boulangerie en demandant Madame la boulangère, vous avez de la tarte au concombre? Et la semaine d'après, il continue. Et puis après 2-3 semaines, la boulangère elle se dit mais Toto, voilà, il insiste vraiment avec sa tarte au concombre et tout ça. Voilà. Puis un jour, Toto, il va à la boulangerie, puis il dit Madame la boulangère, vous avez de la tarte au concombre? Puis la boulangère, elle lui dit oui, mon petit Toto, on a fait de la tarte au concombre exprès pour toi. Il dit Andy, c'est pas bon la tarte au concombre. Donc, c'est une histoire qui me fait toujours bien rire parce que je ne l'ai pas précisé, mais je vous ai parlé de commerce de détail. À la base, je viens de l'alimentaire et j'ai une formation initiale il y a très très longtemps, bien oubliée depuis longtemps, mais de boulanger, pâtissier. Et l'histoire de la tarte au concombre, c'est vrai que dans le commerce de détail, régulièrement, vous avez des produits, des trucs, vous ne les vendez pas. Il y a des choses, de toute façon, vous l'avez, vous ne le vendez pas. Mais le jour où vous ne l'avez plus, il y a tous les clients qui vous le réclament. Moi, j'ai vécu ça dans mon commerce avec les horaires. J'ouvrais à 6h le matin, entre 6h et 6h30, j'avais 0 client. Peut-être de temps en temps, 1, 2. Mais voilà, je n'avais pas de clients. J'ai décidé d'ouvrir plus tard. J'ouvre plus tard, c'est là, les clients me disent « Ah, mais j'ai vu, vous ouvrez plus tard. » Voilà. Alors, tous les clients voulaient venir à 6h chez moi. Et dans la vente, on est confronté à ça. Et ça fait partie, puis on doit passer par-dessus. Et puis, je dis, voilà, ça ne sert à rien de vouloir adapter ses produits. Alors, il faut répondre à un besoin, mais il ne faut pas vous étonner quand on vous réclame un produit, puis le jour où vous l'avez, vous ne le vendez pas. Voilà, c'est pas étonnant. Oui, parce que c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper juste, parce que bien sûr, il s'agit de répondre aux besoins des clients, mais en même temps, il faut garder une certaine flexibilité, parce que c'est impossible de répondre à tous les besoins de tous les clients. Donc, à un moment donné, il faut trancher, quoi. Donc, il faut dire, OK, pour prendre ton exemple, oui, j'ouvrais à 6h, mais j'avais que 1, voire 0 client qui venait, donc j'ouvrais à 7h. Et là, bizarrement, ils se réveillent tous en disant, ouais, mais moi, j'aimais mieux quand vous ouvriez à 6h. Ouais, mais vous n'êtes pas à 6h, mais donc, non, j'ouvre à 7h maintenant, c'est comme ça, point.
Donc ça, c'est ma règle. Et puis, ça fait partie aussi des règles aussi qu'on peut comment dirais-je, s'imposer aussi à soi-même, parce qu'il s'agit, comment dirais-je, moi je me rappelle de quelqu'un qui disait le client est roi, mais moi je suis l'empereur. Oui. Ce qui veut dire que je prends en compte tes besoins, mais c'est moi qui aurai quand même le dernier mot in fine, quoi. Donc je suis attentif à tes besoins, je vais essayer de les répondre le plus possible, mais voilà, faut pas non plus jeter ma mie dans les orties. Donc on va, à un moment donné, je vais cadrer un peu le truc. Si maintenant je dis que c'est à 7 heures que j'ouvre à 7 heures. Et puis c'est tout. Non, mais en effet, tu as raison. Et puis c'est vrai que dans cette notion de peur de vendre aussi, c'est ça aussi, c'est que ça peut aussi révéler des comment dirais-je, des choses plus intimes, plus profondes, tu vois. Donc, puis même peut-être même aussi des croyances, la croyance que je ne suis pas capable de vendre, et donc j'ai peur de vendre du coup. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Moi qui adore le cinéma, je dis c'est bizarre parce que tu as peur de vendre, mais en même temps, tu as cette capacité de pouvoir me parler et me vendre, entre guillemets, un film que tu as été voir et me dire Christophe, vas-y, le film, il est super bien, je suis sûr qu'il va te plaire, vas-y. Ce que je vais faire, je vais y aller parce que tu me l'as tellement, entre guillemets, bien vendu le truc, je vais quand même aller voir le film. Peut-être que je n'apprécierai pas autant le film que toi, mais en tous les cas, j'y serais allé. Et donc, quand on est entrepreneur, c'est la même mécanique finalement. C'est quand on aime son produit ou son service, il n'y a aucune raison qu'on ait peur de vendre, quoi, parce qu'on est convaincu que ça peut être utile ou apporter quelque chose à la personne à qui on le propose. Donc, ça ne peut que se faire naturellement. Mais après, bien sûr, voilà, je reviens, je répète ce que tu as dit tout à l'heure, mais ce qui est fondamental, bien sûr, c'est d'écouter, de savoir précisément quels sont les besoins du client. Et puis, je pense aussi, tu vas me dire si j'ai raison aussi de penser ça, mais je pense aussi que l'erreur qu'on fait bien souvent quand on n'a pas l'habitude ou quand on ne maîtrise pas l'art de la vente, c'est qu'on a tendance naturellement, pour essayer peut-être de vouloir faire penser au client que le produit il est bon, on va rentrer dans les caractéristiques techniques. Je repense, moi, je vais prendre cet exemple-là pour illustrer mon propos. Une fois, j'avais été au centre commercial avec mon épouse et puis elle me dit, tiens, je vais aller dans telle boutique, est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis, non, attends, je vais flâner un petit peu, je vais regarder les magasins électroménagers, hi-fi, TV, vidéo, tout ce qu'on veut. Je vais pas citer de nom volontairement, mais sinon, il pourrait me dire, ouais, diffamation. Donc, je ne cite pas le nom de la marque, mais c'est ceux qui étaient soi-disant champions du service après-vente. Logo rouge et blanc, voilà, pour ne pas les nommer. Et j'arrive, puis moi, notamment le rayon informatique, je me dis, tiens, je vais aller voir moi qui aime bien les Mac, je vais voir les nouveaux Mac là, qui sont sortis et tout. Puis je regarde, et puis il y a un vendeur qui arrive qui me dit, ah, vous regardez les ordinateurs et tout. Oui, je regarde, qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, je ne sais pas, Mac, ça m'intéresse. Ah, Mac, on a un nouveau là qui est bien, qui est le dernier Mac, là, il fait tel processeur, là, telle mémoire, capacité de disque dur, blablabla, blablabla. Je le regarde dans ma tête, je dis, mais j'en ai rien à faire de ce qu'il me raconte. Moi, je veux juste un ordinateur qui me fasse des tâches rapidement, facilement, je ne perds pas de temps à le démarrer, etc. Donc, les caractéristiques techniques, je m'en fiche. Et le type était vraiment axé sur les caractéristiques techniques, il ne faisait que lire sur la petite fiche descriptive qu'il y avait en dessous de l'ordinateur. Et j'ai dit là, le gars, c'est un mauvais vendeur. A contrario, un contre-exemple, je me rappelle, pareil, il y a une vingtaine d'années, je devais m'acheter un manteau et je vais dans une boutique spéciale pour ça et je tombe sur une vendeuse qui commence à fonctionner pareil. Et puis j'étais avec mon époux, je dis bon, allez, on se casse parce que ça me saoule, parce que moi, en peine j'étais arrivé, déjà, elle arrive, ça me saoule. Et il y a le patron qui voit le truc et qui rattrape la vente. Et il vient me voir, il me dit, monsieur, bien sûr, c'est pourquoi, c'est dans quel contexte que vous souhaitez utiliser ce manteau-là, machin. Enfin, le mec, je l'ai trouvé super bien finalement parce qu'il m'a posé les bonnes questions. Tu vois, plutôt que de me dire, tiens, le manteau, c'est du pur laine, machin, il n'est pas du tout entré dans ce discours-là. Je lui ai juste expliqué pourquoi, parce qu'en fonction des questions qu'il me posait, je dis, bah voilà, je veux l'acheter dans tel contexte, machin. Bah,
Voilà, je veux un truc qui me tienne chaud. Il m'a pas précisé, il m'a pas parlé de la matière du truc. Voilà, ok, un truc qui vous tienne chaud, un truc élégant. Ok, pas de problème. Ok, j'ai compris. Bah, écoutez, monsieur, on a un manteau qui peut correspondre exactement à ce que vous recherchez. Et je l'ai acheté. Autant l'ordinateur que le mec voulait me vendre, je l'ai pas acheté. Autant là, le manteau, je l'ai acheté. Parce que la posture n'était pas du tout la même. Mais avec l'histoire de l'ordinateur, il n'y avait pas le contrat de confiance, c'est ça? C'est ça aussi. Peut-être. Mais ça, je dis rien. C'est ça. Mais le gars, il était très mauvais, tu vois. Enfin, je sais pas si je l'aurais acheté, franchement. Parce que je n'étais pas du tout dans l'optique d'acheter. Je regardais vraiment juste ce qui se faisait. Et peut-être que si c'était bien pris, peut-être que j'aurais peut-être cédé, tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est vrai que l'exemple que tu as pris du cinéma, tu vas parler d'un film à un ami et tout ça. Et il y a beaucoup de gens que je rencontre qui disent, mais je suis super doué pour vendre les autres, vendre les produits des autres, voilà. Mais par contre, je suis incapable de parler de moi. Parce que c'est vrai que quand on doit parler de son produit ou de soi-même, surtout quand on est dans du service, hein, je veux dire, un coach, un thérapeute, je veux dire, quand il vend, il parle de lui. C'est lui-même, c'est ses prestations. Et il y a énormément de gens qui ont cette problématique. Et tout autant, tu prenais l'exemple du cinéma, mais c'est comme un bon restaurant. Si tu ressors d'un super bon restaurant où tu as vécu une expérience, mais de 12 sur 10, tu vas en parler autour de toi, tu vas expliquer, tu vas dire que tu étais là-bas, que c'était extraordinaire, le service, le truc, les plats. Je veux dire, tu vas vendre le truc. Et puis moi, si je parle des compétences de Christophe Train, je vais dire, ah ouais, mais je connais un gars qui est super doué dans la vidéo, dans le marketing, dans le truc, voilà. Et ça, c'est souvent très facile parce qu'on parle de l'autre. Et ça devient beaucoup plus problématique quand on ramène ça à soi. Alors, faites comme si vous parliez d'un produit d'un autre. Je veux dire, c'est ça. Parce qu'à la fin, je veux dire, ce produit, c'est clair que, voilà, si c'est vous qui l'avez créé, c'est un peu plus compliqué. Il faut se détacher. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est se détacher, effectivement. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est pas forcément évident parce que, ouais, il y a souvent des gens qui arrivent facilement à vendre les produits des autres. Par exemple, quand tu es commercial, salarié, enfin voilà, tu vas parler du produit de l'entreprise. Mais le jour où tu es entrepreneur et que tu dois vendre ton produit ou ton service, pas pareil, c'est plus compliqué. Comment je fais? Et puis après, je veux dire, ne pas oublier que ça marche pas avec tous les produits, mais c'est de vendre de l'émotion, quelle émotion ça va créer là derrière. Dire un moment ou un autre, dire ouais, c'est clair que quand vous vendez, je veux dire, des sondes gastriques, voilà, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, comment, mais si vous êtes dans le pharma et que vous vendez des produits un peu compliqués, c'est clair que c'est compliqué d'aller susciter l'émotion. Mais par contre, quand vous vendez des produits où il y a un petit peu quelque chose, voilà, c'est d'aller chercher le plus l'émotif, voilà, ce côté plaisir que ça va éprouver. Comme si vous parliez d'un bon restaurant, d'un bon cinéma, d'un truc qui va vous procurer du plaisir. Et tu parlais du fameux magasin dans lequel tu as été pour acheter ton produit à la pomme, qu'on ne doit pas citer non plus, je crois. Voilà, énormément de gens, s'ils achètent justement ce genre de téléphone et tout, est-ce que c'est réellement pour le besoin technique qu'il y a là derrière? C'est toute l'émotion qu'il y a là derrière que ça va te procurer, certainement du prestige, de ce côté. Il y a plein de choses qu'on va aller chercher. Et quelque chose qui se faisait beaucoup il y a quelques années en arrière, ça s'est perdu, et heureusement, à juste titre. Mais dans les années 80, 90, je veux dire, quand vous aviez une pub, quand on voyait une pub pour une jolie voiture automobile de sport, de marque allemande, je ne citerai pas de marque, très souvent, elle était accompagnée par une demoiselle aussi jolie que la voiture, même plus jolie souvent que la voiture et tout ça. Pourquoi on mettait simplement une dame en photo avec une voiture assise sur le capot de la voiture à moitié en bikini ou à moitié déshabillée en tout cas? Voilà, c'était pour susciter l'émotion et puis dire oui, mais écoute,
si tu achètes ma voiture, en achetant cette voiture-là, voilà quel genre de personne tu vas attirer. Et ça, tu recherches justement ce prestige-là. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, quand ils achètent une voiture de sport, une belle voiture, voilà, c'est l'image que je vais en retirer. Puis si je retire cette image, quand je vais me promener dans la rue avec ma voiture, ah ben tiens, on va se retourner, on va se dire que j'ai de l'argent, que je suis beau, que je sais pas quoi, et puis voilà. Mais c'est toute cette émotion qu'il y a là derrière qu'on va chercher. Alors, après, maintenant, l'éthique fait qu'aujourd'hui, c'est un peu malvenu de mettre des jolies demoiselles sur des voitures, mais c'est un exemple qui est concret, c'est de dire, on va pas chercher, on vend pas la voiture, on vend qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Parce que la voiture, elle te sert à te déplacer d'un point A à un point B. Et là, on ne te vend pas une voiture qui te déplace d'un point A à un point B, on te vend une voiture qui sert à plaire à la gente féminine. Et tu sais, par rapport à tout ce que tu viens de dire, il y a deux je vais revenir dans un deuxième temps sur l'histoire des voitures. Tu parlais des sondes gastriques. Quelque chose de similaire qui n'est pas facile à vendre. Et pour autant, ils arrivent à bien les vendre. Il suffit moi, j'ai aperçu des pubs comme ça à la télé, donc des vidéos pour vendre des serviettes hygiéniques. Très franchement, quand il est 20h, que tu es en train de manger et que tu vois ce genre de pub à la télé, c'est pas top. Et pour autant, ils y arrivent très bien parce que, comme tu le dis très bien, ils mettent de l'émotion, ils mettent un contexte. Donc, ils vont pas rentrer forcément dans le produit, en tout cas in situ, pour montrer comment... Enfin, bref, ils vont te montrer le plaisir que ça procure d'utiliser ces serviettes hygiéniques qui te permettent de vivre comme n'importe qui, de ne pas avoir de problème là-dessus, de pouvoir faire du sport ou que sais-je encore. Et pour la gente féminine, donc c'est une manière très, très subtile de jouer sur l'émotion que procure ce type de produit, sans s'attarder sur les caractéristiques techniques et encore moins en rentrant sur le côté un peu, peut-être un petit peu gore de ce genre de situation. Et puis concernant les véhicules aussi, c'est vrai, c'est très juste, ils ont fait évoluer leur pub parce qu'aujourd'hui, pareil, ils jouent sur l'émotion. Ils viennent pas te dire, en général, bien entendu, mais en général, ils viennent pas te dire la voiture consomme, ou alors tu vois en tout petit, tout en bas, défiler très rapidement, la voiture consomme tant en énergie, classe A, c'est électrique ou pas, enfin bref. Toutes les caractéristiques techniques, elles sont écrites tout en bas et ça défile très vite. Par contre, la vidéo, tu vois quelqu'un, un homme ou une femme, au volant de la voiture. Ah, vous imaginez, là, au volant de la voiture sur la côte, vous avez la mer, là, en arrière-plan. Il fait beau, on a le vent dans les cheveux, c'est magnifique, c'est du plaisir. On a une voiture qui est stable, qui est fiable, qui est sécure. Enfin bref, on joue purement sur l'émotion. Et on le sait très bien, qu'est-ce qui fait qu'on achète? C'est l'émotion. C'est aussi simple que ça. Et dans l'acte de vente, c'est pareil. D'amener les gens comme ça à jouer. Enfin, j'allais dire à jouer. Il faut que ce soit subtil, il faut que ce soit fait avec éthique, bien entendu. Mais en tous les cas, d'activer cette partie émotionnelle en faisant, comme on le dit de manière populaire, on les fait rêver un petit peu. T'imagines, Sébastien, demain, je viens faire une vidéo pour ton entreprise. Imagine que je vais te mettre en valeur, que les gens vont parler de cette vidéo-là et que tu vas être encensé. Les gens vont dire « Ah, c'est magnifique, plus solution, je ne connaissais pas. Ah, c'est dans l'immobilier, dans l'assurance, dans les finances. Ah là là, c'est chouette. » Et moi, je vais te faire une vidéo comme ça pour montrer tous les avantages que tu vas pouvoir procurer aux personnes que tu accompagnes sur ces domaines-là. Et pas que là-dessus, bien entendu, mais en tous les cas, sur cette activité-là. C'est pas pareil que de te dire « Bon, alors Sébastien, je vais te faire une vidéo, elle va durer 2 minutes. Donc, je vais venir te filmer pendant 2 heures. Après, je vais faire le montage, dérocher tout ça. Et puis, je vais mettre une musique libre de droit par-dessus. » Je commence à démarrer mon entretien de cette manière-là. Je suis pas sûr que je vais te convaincre. Hein. Parce que j'en parlerai bien sûr. Mais... T'as bien écouté la leçon, tu m'as presque convaincu. Demain, je suis pas libre, mais après-demain, si tu veux. Ok, après-demain, je note ça sur mon agenda. Tu le notes sur ton agenda également en même temps. Et puis, donc, vendredi à 22h, à 10h du matin, pardon, je viens donc au Paquier pour filmer, faire cette séance de 2 heures de tournage. Oui, parce que si vous ne savez pas, Plus Solution, c'est en Suisse, au Paquier. Voilà, ça c'est dit. Mais oui, jouer sur l'émotion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pubs, que ce soit à la télé ou ailleurs d'ailleurs, mais
c'est beaucoup sur l'émotion et moi je vois même en vidéo, tu vois, enfin on joue beaucoup là-dessus sur la partie émotionnelle. Donc moi j'essaye d'expliquer ça aussi, tu vois, par rapport aux personnes que j'accompagne quand ils me demandent de leur réaliser une vidéo. Parfois, alors, je ne veux pas exagérer mon discours, mais c'est vrai que parfois ils rentrent dans des considérations très techniques et je leur dis surtout sortez de ça, remettez-vous dans le contexte, vous parlez à quelqu'un qui n'y connaît rien à votre métier. Donc déjà, on évite les jargons techniques, déjà pour commencer, et puis essayer de faire rêver autant que possible, entre guillemets, en tous les cas, essayer de faire rêver un petit peu le prospect par rapport à ce que vous pouvez lui proposer. Je sais pas, moi, par exemple, je m'appelle Sébastien Méloni, je propose un produit financier, et je vais peut-être lui dire, imaginez, monsieur, si vous pouviez comme ça investir de l'argent qui vous permette de dégager du bénéfice, je sais pas, 1 000 € par mois, imaginez ce que vous pourriez faire avec 1 000 € par mois. Peut-être que votre épouse serait ravie de pouvoir partir en voyage au Maroc pendant une semaine. Alors, c'est peut-être pas 1 000 € qu'il vous faut, mais vous économisez pendant 2 mois, ça vous fait 2 000 € et vous faites un beau voyage au Maroc avec votre épouse. Et pour ça, vous allez réserver votre billet, votre voyage auprès de My Success & Co. C'est pas mal amené. Tu vois, je pourrais vendre le truc de cette manière-là, quoi, et de faire une vidéo un petit peu dans ce style-là, quoi. Plutôt que de rentrer dans des... Pardon. Tu parles de Maroc, tu parles de vidéo, tu parles de vente. Il y a un produit qui me fait assez rire. C'est un des produits les plus basiques qui existent. On n'a pas tous accès, mais la plupart des gens sur la Terre, beaucoup de gens sur la Terre ont accès à ce produit-là, pas tout le monde. C'est l'eau. Eh ben, moi, je trouve extraordinaire comment ils réussissent à vendre de l'eau. Parce que de l'eau, pour moi, ça reste de l'eau. Bien sûr, elle peut être minérale, de source, voilà. Mais de l'eau reste de l'eau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques françaises, entre autres, vendeurs d'eau français, qui ont réussi à faire des spots vidéo mais extraordinaires de vente où ils vendent les bienfaits que ça rapporte justement de consommer cette eau. Et c'est un très très bel exemple aussi de vente. Parce qu'à la fin, moi je suis en Suisse, l'eau qu'on a au robinet, elle est relativement bonne. Mais je pense qu'on a encore un énorme pourcentage de gens qui achètent des bouteilles en plastique avec de l'eau. Tu sais, c'est un très très bon exemple que tu cites. Et puis il y a un exemple très connu dans l'histoire de la vente et du marketing. C'est ce monsieur-là, Édouard Bernays, qui fait partie des plus grands marketeurs du siècle dernier. Et le type, il avait été sollicité parce qu'il y avait les entreprises qui fabriquaient du porc. Donc, ils se retrouvaient à un moment donné, ils avaient une surproduction de porc et ils étaient très embêtés pour vendre cette surproduction. Et donc, ils ont fait appel à ce monsieur. Et le type, ça a été un génie, quoi, parce que du coup, pour pouvoir arriver à vendre, donc qu'il y ait de la demande, en fait, par rapport à ça, il est allé solliciter les services de scientifiques pour essayer de déterminer en quoi ça pouvait apporter du mieux-être, en tout cas en termes de santé, de consommer du porc. Donc, il a fait mener des études là-dessus, des recherches là-dessus. Il a récolté tout ça et ensuite, il a compilé toutes ces données-là pour dire qu'il fallait manger du porc et que c'était bon pour la santé de manger du porc. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, il a tellement bien... Il y a son livre, La Propaganda. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire, qui est extrêmement intéressant par rapport à ça. Il a réussi à faire en sorte que de la consommation de porc, parce qu'il disait qu'il faut manger ça le matin, parce que c'est meilleur, voilà, ça permet aussi d'avoir de l'énergie pour la journée, etc. Et donc, c'est devenu très naturellement le petit déjeuner américain, ce qui était faux en vrai, parce que ça n'a jamais été le petit déjeuner américain, ça a été monté de toutes pièces. Là, c'est de la manipulation même à la rigueur. Mais ça a été finement mené et aujourd'hui beaucoup de marketeurs s'inspirent des travaux de Édouard Bernays pour faire du marketing. Et on parle même aujourd'hui, parce qu'il y a les neurosciences qui sont arrivées, on parle même aujourd'hui de neuromarketing pour influencer le consommateur
pour influencer le consommateur à acheter des produits parce qu'on joue justement sur la partie émotionnelle du consommateur pour l'amener à acheter. Et là, en l'occurrence, avec cette histoire d'Edouard Bernays sur la vente de porc, pour consommer du porc, pour acheter du porc, et il avait utilisé un des biais cognitifs qui est très connu, le biais d'autorité. Bah oui. D'ailleurs, il suffit de voir les pubs, hein, certaines pubs aujourd'hui, encore aujourd'hui, hein, c'est exploité dans certaines pubs. On voit un monsieur avec une blouse blanche, je suis un scientifique, et en tant que scientifique, je vous dis que ce produit, il est bon. Et comme monsieur fait autorité, donc on y adhère totalement, donc pour acheter n'importe quel type de produit. Donc, et ça c'est pas mal. Alors moi, c'est un truc que je donne, hein, encore une fois, utilisé avec éthique. Il faut pas faire les choses n'importe comment, mais de se dire, bah tiens, j'ai envie de vendre un produit financier, bah moi, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler quelqu'un qui fait autorité dans ce domaine. Sébastien, tu peux venir intervenir dans ma vidéo pour dire que mon produit là que je vends, il est bien. Ouais, c'est la reconnaissance. Hein. Bah après, voilà. Alors, on a Vianney qui demande si je peux poser la question importante. Vas-y, Vianney, on te laisse le temps de répondre à la question importante. Mais et puis parfois aussi, tiens, d'ailleurs, je reviens sur l'histoire de choses plus profondes qui peuvent nous bloquer dans l'acte de vente aussi. C'est parfois aussi, tu me dis si je me trompe, c'est toi l'expert, hein, mais je pense qu'il y a aussi parfois un problème d'estime de soi parce qu'on a peur de l'image que éventuellement on pense renvoyer dans le fait de vendre quelque chose. On le voit très bien, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple extrême. L'autre fois, j'entendais quelqu'un qui disait que lui, il vend même ses produits ou je ne sais plus quel service il vendait. Je n'ai pas fait attention, mais il disait qu'il vendait aussi à ses amis et à sa famille. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis waouh. Moi, quand c'est ma famille qui vient me voir pour me dire tiens, ça, tu peux me faire une vidéo? Bah oui, je le fais gentiment, gratuitement, en d'autres termes. Donc, ça me pose aucun souci par rapport à ça, quoi. Je me vois mal, si tu veux, vendre quelque chose. Enfin, tu vois, mais en même temps, ça se conçoit, si tu veux. Je veux dire, c'est du travail, donc alors, peut-être que tu fais un prix dans ce cas-là, quoi. Mais Bon, ça, c'est un gros débat, Christophe, hein, parce que moi, pour avoir été dans le commerce de détail, j'ai très, très souvent été confronté à ce genre de situation. Quand tu as un commerce où tu as des prix affichés, et je veux dire, tu fasses le restaurateur ou tout ça, je parle pas, sans parler de sa mère, mais de son frère, de sa soeur, de ses cousins, de ses amis. Je veux dire, comment tu traites ça? Je veux dire, à la fin, c'est des clients comme des autres. Si moi, ma soeur, elle décide de venir manger tous les jours à midi dans mon restaurant, est-ce que je dois pour autant lui offrir le repas tous les jours à midi? Je veux dire, et ça, c'est pas le débat. C'est pas le débat aujourd'hui, mais c'est une réelle problématique. C'est comment traiter. Alors après, ça dépend quand on vend. Ouais, mais c'est comme toi, je veux dire, ton meilleur ami devient pour te demander un travail que tu aurais vendu 5 000 € à un client. Est-ce que tu lui le fais réellement gratuitement? Bah, tu sais, ça, autant je vais donner un exemple très simple. Autant, c'est vrai, quand j'ai démarré mon activité en tant qu'entrepreneur, autant je faisais beaucoup de choses gratuites et je me suis rendu compte relativement rapidement que c'était une connerie de faire ça. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je le fais, je vais faire du cas par cas, quoi. Pas à la tête du client, mais vraiment du cas par cas. Je m'explique. Par exemple, je me rappelle de quelqu'un que je connaissais, que je côtoie plus, peut-être à cause de ça d'ailleurs, mais que je côtoyais en tous les cas à un moment donné, qui m'avait sollicité pour venir filmer un événement qu'elle avait organisé pour je sais plus quelle maladie, enfin bref. Et elle me dit, ouais, est-ce que tu pourrais venir pour filmer, machin, bah, je dis, ouais, sauf que c'est pas gratuit. Oui, mais on va faire ta pub et tout, on va mettre ton logo. Je m'en fiche de ça, franchement, pour l'avoir expérimenté, ça me rapporte que dalle, ce genre d'opération. Je peux mettre mon logo ou pas le mettre, ça va pas changer ma vie, mais du coup, non, ça sera pas gratuit. Et j'avais été très clair là-dessus, tu vois, enfin, j'ai dit ça gentiment, quoi, mais du coup, elle me contacte plus, bon, c'est comme ça. Mais ça peut m'arriver très ponctuellement, mais dans ce cas-là, si tu veux, moi, je fonctionne différemment aujourd'hui, dans le sens où si quelqu'un vient me demander de lui faire quelque chose gratuitement, alors je vais réfléchir quand même, parce que parfois, ça peut être, quand c'est vraiment un ami proche, ou voilà, je dis why not. Comme règle quand même, j'ai de dire j'aime pas qu'on vienne me réclamer, tu vois, donc
si je préfère que ce soit moi qui dise, tiens, écoute, ton truc, si ça t'intéresse, je vais le filmer. Je te demande rien, mais vraiment rien du tout. C'est juste que ça me fait plaisir de le filmer. T'es un ami, je vais le faire. Tu vois, versus le fait que la personne vienne me demander, ouais, tu peux filmer, machin, nanina. Surtout quand je sais que la charge de travail que ça représentait. Tu vois, si on prend l'exemple de l'événement en l'occurrence, attends, il y en avait pour 3-4 heures de présence, sans compter derrière le dérochage, le montage des images. Enfin, attends, non, là, c'est abusé, quoi. Franchement, c'est abusé, quoi. Donc, parce que, ouais, je sais, les gens ne se rendent pas compte, tu vois. En plus de ça, ouais, filmer, il suffit d'appuyer sur un bouton. Non, ça ne marche pas comme ça, ce serait trop simple. Même aujourd'hui, avec l'IA, ça ne marche pas comme ça. Donc, ouais, c'est une vraie question. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de faire du gratuit. Après, la famille, les amis, bah, voir ce que c'est. Si c'est à toi de voir, effectivement, si c'est pertinent, ou dans ce cas-là, voilà, négocier le tarif, de lui dire, voilà, moi, habituellement, je pratique ce type de prix. Bon, t'es un ami ou t'es de la famille, je vais te le faire moins cher éventuellement. Voilà, je fais une opération Black Friday, voilà. Pour toi, c'est le Black Friday toute l'année, mais parce que t'es un ami, je te fais un tarif, quoi. Ouais, ça réfléchir. Mais surtout, et c'est là où je voulais en venir, c'est que si tu te poses si tu veux faire du gratuit, est-ce que ça, au-delà de l'aspect commercial du truc, pareil, ça peut aussi être une raison pour laquelle ça peut en fait être la conséquence du moins d'un problème d'estime de toi. Dans le sens où, ouais, non, j'ose pas lui vendre parce que voilà, c'est un ami. Puis qu'est-ce qu'il va penser après si je viens lui vendre et tout? Non, enfin voilà, quand tu prends l'exemple de toi, Seb, bah ouais, j'ai un commerce. Je disais, les produits, je les achète, quoi. Je les ai pas gratuits, quoi. Donc pourquoi je te le ferais gratuit, quoi? Ça n'a pas de sens. Tu vois, donc si je veux te le faire gratuit, c'est parce que j'ai peur de te le vendre parce que tu es un ami ou tu es de la famille. Donc on va peut-être travailler l'estime de soi, là, parce que là, ça mérite, là, tu vois. Alors, moi, ce que je peux vendre à Vianney pour le repas, il s'inquiète de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce soir. La tarte au concombre et porc, c'est pas mal. Mais après, il y a aussi une version sans porc. Ouais. Bien sûr, possible. Hein. Et, tu parlais de voyage au Maroc tout à l'heure. Bah, typiquement, je veux dire, on a eu plein de plats sans porc et ça marche très bien. C'est aussi possible. Écoute, moi, c'est pareil, j'en mange pas, donc ça se passe bien aussi. Ça se passe bien aussi. D'ailleurs, parce que je vois que le timing avance, et puis Vianney nous rappelle à juste titre qu'on doit aller manger ce soir. Donc, il y a quand même une question, enfin, une chose sur laquelle je voulais qu'on... Attends, il y avait qui dit tarte au concombre, chèvre, ça le fait, parole de Poitevin. Ah, voilà. Impeccable. Ce que je voulais aussi qu'on aborde très, très brièvement, parce que c'est pas évidemment l'objet de ce live, mais quand même, c'est utile qu'on en parle, parce qu'effectivement, comme je l'évoquais tout à l'heure, Sébastien et moi avons rejoint, co-créé, co-animé, copain, voilà. Copain, dans le sens où on partage le pain. Attention, ne mettez pas le pain au féminin, s'il vous plaît, merci. Pas de ça entre nous. Et puis, je voulais qu'on aborde aussi un truc hyper intéressant et hyper utile pour l'avoir vécu, justement, en l'occurrence, My Success & Co. Quand je dis pour l'avoir vécu, je pense notamment au voyage qui a été organisé en mars dernier, en mars 2023 en l'occurrence, le voyage au Maroc. Il y a le voyage au Maroc 2024, donc mars 2024, du 8 au 15 mars 2024, qui est programmé. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, Sébastien, un petit peu de My Success & Co. et de ce voyage également au Maroc? Bah, avec grand plaisir. Donc, My Success & Co, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un collectif d'entrepreneurs de l'accompagnement du bien-être, du mieux-être. Alors, c'est clair que l'idée, à la base, c'est moi qui ai amené un petit peu cette idée. Aujourd'hui, on l'a co-créée, on l'a co-fondée avec Christophe et toute une poignée d'autres personnes. Et c'est vrai que dans le cadre de My Success & Co, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'activités en ligne, différents rendez-vous chaque semaine dédiés aux entrepreneurs,
toutes sortes. Donc voilà, je vais pas vous faire le détail de tout ça, mais c'est vrai que je vais insister plus sur le voyage justement au Maroc. On est parti en mars dernier, au cœur du désert marocain, donc loin de toute civilisation urbaine, on va dire. Et c'est vrai que là où il n'y a pas d'eau, où il y a peu d'eau, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'eau, où il y a peu d'eau, où l'eau est précieuse, on parlait d'eau. Et c'est vraiment un voyage pour se recentrer, pour se reposer. Et puis voilà, on était une trentaine, entre 30 et 40 à partir au cœur du désert avec des marches, donc avec du trek, hein, je veux dire, des marches organisées tous les jours avec plusieurs niveaux de voilà, ceux qui veut marcher peu, ceux qui veut marcher beaucoup. Il y a plein d'ateliers, des moments de détente, de yoga, la rencontre. Ce qui est super enrichissant, c'est surtout cette rencontre avec les peuples, hein, avec les berbères, avec les nomades, la culture, la richesse de tout ça. Et puis, c'est vrai que c'est un voyage qui se veut ressourçant, transformateur. On le dit bien, on dit c'est le voyage qui change ta vie, pas que la tienne, parce que quand tu pars comme ça, en groupe, pour un même but, hein, simplement prendre du temps pour soi, prendre du temps pour certains dans le silence, pour d'autres en parole, en échange, en construction, voilà, c'est quelque chose, tu peux pas en revenir indemne. Disons, tu en reviens de toute façon changé. Et puis personnellement, j'ai vu le monde, la nature, le ciel comme je l'avais jamais vu. Je veux dire, aujourd'hui, on est en permanence pollué par nos téléphones, par nos télés, par nos écrans et par tout ce qui veut, mais toutes ces pollutions lumineuses, voilà. Et là, tu te retrouves dans un truc. C'est un voyage clé en main, hein, qui est créé de A à Z, où si tu pars avec My Success & Co, t'as aucune question à te poser. T'as vraiment aucune question à te poser. Tout est organisé pour toi. Tu fais tes propres choix de ce que tu veux faire. Si tu veux aller marcher, si tu veux pas aller marcher, si tu veux faire des grandes marches, des peu de marches. Il y a des ateliers. Si tu veux aller faire du yoga, tu vas faire du yoga. Si tu veux aller à la piscine, tu vas à la piscine. Si tu veux manger du porc, si tu veux manger de la viande, tu manges de la viande. Si tu veux pas manger de viande, tu manges pas de viande. Je veux dire, voilà, chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, c'est vrai que, je veux dire, t'as pas de, voilà, tu peux laisser tes soucis, tu peux laisser voilà, tout ce qu'il y a de côté. La grande richesse, c'est qu'à un moment ou à un autre, le téléphone, tu n'auras pas le choix de laisser, éventuellement le garder pour prendre quelques photos, mais là où on est, là où on a été, là où on a emmené toutes les personnes qu'on a emmenées avec nous, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas, voilà, on a du luxe, on a quand même du luxe parce qu'on a des gens, des locaux qui s'occupent de nous, mais qui nous reçoivent comme des dieux. Je sais pas, Christophe, qu'est-ce que tu en penses, mais je veux dire, on était accueillis, voilà. Le peu qu'ils ont, ils te le partagent, ils sont là, puis l'humanité, c'est la rencontre humaine, cet échange et tout ça. Donc voilà, un voyage plein de belles aventures, plein de belles surprises et plein de choses, avec des paysages très différents, hein. C'est tout un parcours, on bouge aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse plus, vous avez l'adresse mysuccessandco.com. Il y a toute une page sur le voyage au Maroc. Et puis j'ai envie de dire, si vous voyez cette vidéo, que vous êtes intéressé par le voyage, je vais faire quelque chose je ne veux pas dire que j'ai pas l'habitude, mais je vais me permettre de le faire. Christophe, il a dit que j'étais le boss. Donc allez, en tant que boss, je vais me prendre cette liberté. On a négocié avec notre partenaire sur place. On avait négocié un prix spécial pour la Black Week. On a fait une semaine de prix spécial par rapport au voyage au Maroc. Et puis, dans les quelques jours qui suivent, si vous nous écrivez, soit à Christophe, soit à moi en direct, voilà, ou via le site de My Success & Co, vous nous laissez un petit message et tout, on peut vous faire le prix Black Week, donc qui est quand même un rabais de 400 € sur le voyage, qui est absolument pas négligeable. Par contre, il faut vous dépêcher parce que les listes
les listes justement pour on va dire, cette offre vont être envoyées justement très prochainement à nos partenaires au Maroc. Donc après, on ne pourra plus. Mais si vous êtes encore intéressé, faites-le. C'est le dernier moment. Avec grand plaisir, on vous emmène. Et allez voir nos réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, Instagram, YouTube et tout ce qui, même peut-être LinkedIn. C'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Je suis des fois un petit peu perdu dans tout ça, dans tout ce monde. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos. Il faut voir les vidéos. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Vous vous rendrez compte de l'ambiance, des échanges, des moments de silence, des moments de joie, des moments de pleurs, d'échanges, voilà, tout ce qu'il y a. Un voyage authentique. Et c'est vrai que pour compléter ce que tu viens de dire, moi, il y a trois choses, tu vois, qui m'ont vraiment, comment dirais-je, plu dans ce voyage-là. Tu l'as évoqué tout à l'heure, effectivement, on n'a pas de réseau. Donc moi qui suis tous les jours connecté sur les réseaux, sur le web plus globalement, très honnêtement, ça m'a pas du tout manqué. Vraiment, je me suis posé la question avant, je me suis dit, est-ce que ça va me manquer? En fait, pas du tout. Au contraire, ça m'a fait un bien fou. Et vraiment, d'avoir cette déconnexion digitale, vraiment, ça m'a fait un bien énorme de ne plus me sentir, entre guillemets, connecté avec cet univers digital. Donc, d'être là, dans l'instant, avec moi, tout simplement. Et pour ça, c'est vraiment, en termes d'épanouissement personnel, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis accessoirement, accessoirement façon de parler, mais il y a deux choses que j'adorais aussi. C'était le soir au coin du feu, justement, avec les Berbères. On chantait, on dansait, etc. Et ça, c'était des moments magiques, tu vois, en termes d'expérience humaine. C'était absolument magique, quoi. Ils te prêtaient leur tambour, leur tam-tam, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, pour jouer avec eux. Tu chantes avec eux. Enfin, moi, j'ai pris un kiff total, quoi. Enfin, et puis oui, comme tu disais, chacun faisait ce qu'il voulait. Je veux dire, il n'y avait pas d'obligation. Il y avait des activités, bien sûr, que tu pouvais faire ou pas, suivre ou pas. Et moi, le matin, ce que j'aimais bien, pourtant, je ne suis pas du matin et ceux qui me connaissent le savent, mais moi, j'adorais, moi, le matin, me lever vers 6h30, 7h. Puis on avait un petit coin où il y avait des ateliers dans la journée. Et le matin, évidemment, il n'y avait personne, en tout cas à cette heure-là. Moi, j'aime bien y aller parce que je savais que c'était un coin un peu isolé. Il y avait, je voyais toujours 3-4 personnes qui allaient, mais voilà. Quoi, j'allais mettre lever du soleil, méditation face au lever du soleil. Ah, ça, c'était le kiff, mais vraiment le kiff, quoi. Méditer en plein désert, vraiment, c'était un kiff total. Donc, rien que pour ça, pour ces moments-là, tu vois, j'ai grand plaisir à y retourner. Et donc, ouais, en termes d'épanouissement, en termes de se poser aussi, de pouvoir faire le point un petit peu sur sa vie, se dire, puis qu'est-ce qu'on laisse dans le désert, qu'est-ce qu'on ramène avec soi, qu'est-ce qu'on va changer éventuellement. Même si c'est pas forcément ça l'objectif, mais juste être dans l'instant, profiter du moment et profiter des décors qui nous sont proposés. Enfin, désert marocain, c'est pas du tout, mais c'est juste magnifique. Moi qui fais de l'image, mais c'était un pur plaisir, quoi. Et puis, le soir, ouais, t'entends rien, pas de bruit, pas de pollution visuelle, comme tu le disais. Tu peux regarder vraiment les étoiles, là, pour le coup. Il n'y a rien qui gêne le fait de pouvoir regarder les étoiles, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, ces voies lactées, là, dans le ciel, là, enfin, c'est juste magnifique, quoi. Et puis, là, pour l'anecdote, par contre, aussi, il y a un truc qui était très, très drôle pour l'anecdote, parce que chez moi, chaque printemps, il y a les hirondelles qui viennent, et elles ont trouvé un petit coin pour faire leur nid, et chaque printemps, donc elles reviennent au même endroit chez moi pour faire leur nid. Et ce qui était très drôle, c'est que c'était au mois de mars. Donc, elles arrivent en général au mois d'avril chez moi. Et au mois de mars, j'ai vu des hirondelles en plein désert marocain. Un truc hallucinant. J'aurais jamais cru, quoi. Je sais qu'elles viennent en Afrique du Nord, mais là, en plein désert, j'ai à un moment donné filmé, j'en vois une passer devant moi. Et j'ai discuté avec les hirondelles. Je dis, bon, les filles, là, ou les gars, parce que je ne sais pas reconnaître, mais là, le mois prochain, vous arrivez chez moi. Hein, je vous attends. Hein, je vous offrirai l'apéro, les gars, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous poser, de prendre une pause, de faire une pause dans votre vie, et puis de partir vers une rencontre humaine avant tout, hein, passer une aventure humaine extraordinaire, du 8 au 15 mars 2024, réservez les dates et partez avec nous. Si vous avez des doutes, on
on s'appelle, on en discute, on vous explique le programme. Il y a tout sur le site internet, hein, allez voir. Mais c'est vraiment extraordinaire, hein. Un voyage, je veux dire, voilà, au-delà de toute attente organisée par une équipe extraordinaire, encore plus extraordinaire que ce qu'on peut imaginer. Autant au niveau local, hein, tous les Berbères, tous les Marocains, les locaux qui sont autour, qui sont petits soins et tout. Et vous n'êtes pas dans un hôtel où, voilà, c'est vraiment, on va créer le lien et le contact avec ces gens-là. Où il y a des vrais échanges, et puis avec les moins locaux, mais les organisateurs aussi de My Success & Co. Toute l'équipe est en or aux petits soins pour tous les inscrits, tous les voyageurs. Donc, n'hésitez pas, on vous embarque avec grand plaisir avec nous. Ouais, oui, venez, vraiment, c'est une semaine magique. Parler de transformation, justement, c'est une semaine magique par rapport à ça. Tout à fait. Eh bien, écoute, ah ouais, on a passé une bonne heure ensemble. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Alors, attends, il y a Vianney qui nous a mis un message. Sinon, vous qui êtes dans le web, le passage vers la version 6.4 de WordPress, ça le fait. C'est ça le quotidien d'entrepreneur du web. Ouais, peut-être, ouais. C'est moi qui gère mon propre site internet, mais j'ai même pas fait attention à la version WordPress, donc pour moi ça tourne, donc ouais, c'est cool. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, Vianney se fera un plaisir de vous renseigner sur WordPress. Voilà, je t'ai fait pas pub, Vianney. Sur WordPress, je vais pas pouvoir t'aider. Non. Et puis pour conclure aussi sur My Success & Co, oui, c'est un vrai collectif et on peut se retrouver tous ensemble. Donc, dans l'idée, d'une part, déjà, quand on est entrepreneur, bien souvent, on est seul. Donc ça, il faut éviter la solitude de l'entrepreneur, absolument. Parce que ça, c'est le burn-out assuré, c'est l'angoisse, c'est la dépression. Enfin bref, pour ne pas être isolé tout court. Donc, c'est bien d'être en contact avec des gens qui sont aussi entrepreneurs. Et puis aussi, pour faire du réseautage aussi, pourquoi pas. Parfois en discutant les uns avec les autres. Ah ouais, tu fais ça, tiens, ça m'intéresse. Et puis voilà, puis le business se fait naturellement, sans chercher à vendre pour le coup, pour reprendre ce que disait Vianney. Et puis Sébastien, c'est pas toi qui vends, c'est le client qui achète. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est cool aussi. Et puis, ouais, pour développer son business, c'est important aussi de travailler. Et ça, c'est ce que je rappelle, parce que bien souvent, on se dit, ouais, pour faire du business, pour réussir, faut mettre en place des stratégies marketing. Donc, on va prendre le SWOT et puis je sais pas quoi, machin, on va mettre ça en place, ça va rouler tout seul. Non, si c'était juste faire ça, ça serait tellement simple. Ça serait tellement simple. Sauf qu'il faut jamais perdre de vue que derrière une entreprise, il y a un être humain. Et l'être humain, eh bien, il y a des croyances, il y a des peurs, il y a tout un tas de choses comme ça à gérer qui font que ça peut marcher ou pas très bien marcher. Donc, oui, il faut faire un petit travail sur soi. Un petit travail sur soi pour dépasser ses peurs, pour dépasser ses croyances sur la vente, pour rester dans le sujet, mais pas que. Donc, dans My Success & Co, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider justement à travailler un petit peu sur nous, avec des gens bienveillants, des gens qui ont d'expérience, donc qui peuvent vraiment nous accompagner. Et rien que pour ça, c'est méga cool. Moi, franchement, tu vois, depuis que... c'est pas parce que je fais partie de la co-animation et tout ça, mais franchement, quand je vois... nos amis qui animent des masterclass, des ateliers, etc. Ouais, c'est toujours utile. Toujours utile, c'est toujours inspirant. Et puis, encore une fois, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et peut-être même en tant qu'être humain tout court, chercher l'épanouissement personnel et professionnel, c'est le mieux que moi je puisse vous souhaiter. C'est ce qu'on souhaite tous de toute façon, je pense très simplement. Et là, avec My Success & Co, on fait tout pour vous aider à atteindre cet objectif-là. J'ai bon ou pas, boss? Très bien. Rien à redire. Parfait. Donc, ouais. Donc, rejoignez-nous, mysuccessandco.com. L'adresse apparaît en bas. On ne sait toujours pas ce que vous mangez ce soir. Je ne sais pas moi non plus, donc ça sera la surprise. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain live pour vous raconter ce qu'on a mangé ce soir. En tous les cas, merci infiniment encore une fois, Sébastien, pour être intervenu dans ce live. Je sais que ça a apporté beaucoup aux personnes qui nous écoutent en live et ceux qui vont nous écouter également en replay.
que ce soit sur YouTube, que ce soit sur mon podcast aussi, parce que je mettrai la version audio sur mon podcast qui s'appelle les néo-vidéo-marketeurs. Et puis, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux, MySuccess&Co. Suivez-nous sur les réseaux. Il y a toujours plein d'informations hyper intéressantes. Et puis, le voyage au Maroc, allez voir toutes les informations à ce sujet. Allez voir les vidéos témoignages, notamment des participants du voyage de mars dernier. Voilà, si vous avez un doute, regardez tout ça. Et puis, venez avec nous. Mais dépêchez-vous. Les places sont limitées quand même. Merci encore, Sébastien. Merci encore. Merci. Merci infiniment, Christophe. C'est un réel plaisir. Plaisir vraiment partagé, tu le sais. Et puis, on se voit bientôt. À bientôt. Ciao, Christophe. Ciao. Ciao, Sébastien. Merci beaucoup. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo-marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.